2004, Mossoul. Un sergent américain frappe du poing sur le blindage d'un striker et ordonne à ses hommes de monter. Aucun ne bouge. Puis l'un d'eux grimpe, mais pas à l'intérieur. Il s'assoit sur le toit. Les autres suivent. Le véhicule est conçu pour les protéger, et pourtant, ils refusent d'y entrer. La colonne avance lentement dans une rue étroite. Les roues écrasent des débris, les regards viennent des fenêtres, invisibles, mais présents. À l'intérieur du véhicule, des sièges vides. À l'extérieur, des soldats exposés, les mains crispées sur leurs armes. Le paradoxe est immédiat. Plus la machine est censée protéger, moins elle inspire confiance. Ce n'est pas un détail tactique, c'est un symptôme. Officiellement, le Striker est une réponse moderne à une guerre moderne. Ni trop lourd, ni trop léger. Suffisamment blindé pour survivre, suffisamment rapide pour éviter le danger. Sur le papier, tout est logique. Dans la rue, la logique se fissure. La guerre ne récompense pas celui qui passe vite, mais celui qui reste. Et rester, ici, signifie être vu, attendu, visé. Un officier de la brigade observe la scène sans intervenir. Il connaît la doctrine, les soldats doivent rester à l'intérieur. Mais il connaît aussi les rapports. Les engins explosifs improvisés ne préviennent pas. Quand il frappe sous le véhicule, l'intérieur devient un piège. L'extérieur devient une chance. Le règlement dit une chose, l'expérience en dit une autre. Le premier choc n'est pas une bataille, c'est une habitude. De patrouille en patrouille, les hommes prennent place sur le toit. Pas par bravade, par calcul. Voir avant d'être touché. Sauter avant d'être enfermé. La machine censée absorber le danger devient quelque chose à fuir au moment critique. L'ironie est brutale. Le blindage protège, mais il enferme aussi. Dans les ateliers, une solution apparaît. On installe une structure métallique autour du véhicule. Une cage. Elle doit arrêter les roquettes avant qu'elles n'atteignent le blindage. Techniquement, cela fonctionne. Mais la machine change. Elle devient plus large, plus lourde, plus visible. Dans certaines rues, elle passe à peine. La protection augmente, la mobilité diminue. Chaque solution crée un nouveau problème. Sur le terrain, cela se voit immédiatement. La colonne ne traverse plus, elle négocie. Elle hésite à chaque carrefour. Ce qui devait être un mouvement devient une progression lente. Le temps s'étire, et avec lui le risque. La promesse initiale, aller vite pour survivre, commence à s'inverser. Aller vite devient impossible, et rester devient dangereux. Un détail revient dans les conversations des équipages. Pas une théorie, pas un rapport, une sensation. L'intérieur du Striker est sûr jusqu'au moment où il ne l'est plus. Et ce moment ne prévient pas. Alors ils choisissent l'air libre. Exposés, mais libres de bouger. Vulnérables, mais capables de réagir. Entre deux risques, ils choisissent celui qu'ils peuvent contrôler. Ce choix individuel devient collectif. Ce qui était une exception devient une norme silencieuse. Les hommes montent dessus sans même y penser. Les officiers regardent ailleurs. La doctrine existe toujours, mais elle n'est plus appliquée. Ce n'est pas une rébellion, c'est une adaptation. Et chaque adaptation éloigne un peu plus la machine de son rôle initial. Dans cette rue de Mossoul, rien n'explose encore, rien ne brûle. Et pourtant, quelque chose a déjà échoué. Pas le blindé, pas les soldats. Mais l'idée que la vitesse et la protection pouvaient remplacer la compréhension du terrain. Une idée logique, cohérente, presque élégante. Et pourtant, face à cette ville, elle ne tient plus. Si une machine conçue pour protéger pousse ses propres soldats à rester dehors, qu'est-ce que cela dit vraiment de la guerre qu'ils sont en train de mener ? À la fin des années 90, dans une salle de réunion à Washington, un général regarde une carte du monde et ne voit pas des pays, mais des délais. Déployer une division lourde prend des semaines. Une crise éclate en jours. Le conflit est posé sans un coup de feu. La guerre va plus vite que l'armée. Eric Shinseki ne propose pas une amélioration, il propose une rupture. Moins de masse, plus de vitesse. Moins de blindage, plus de déploiement. L'idée paraît presque évidente après la guerre du Golfe. La supériorité technologique permet de compenser le reste.
Mais cette logique repose sur une hypothèse fragile, que l'ennemi jouera le même jeu. Les présentations s'enchaînent, des chiffres circulent, des brigades capables d'être projetées en quelques jours, des véhicules transportables par avion, une présence rapide avant que la situation ne dégénère. La promesse est séduisante parce qu'elle est simple. Réduire le temps, réduire le risque. Comme si la guerre était un problème logistique. Dans les états-majors, une tension apparaît. D'un côté, les partisans des chars lourds, héritiers d'une guerre où le choc frontal décide. De l'autre, une génération qui voit l'avenir dans la mobilité et les réseaux. Deux visions cohérentes, deux réponses rationnelles. Et pourtant, elles ne peuvent pas coexister sans compromis. Le compromis prend une forme concrète, le Stryker. Un véhicule à roues, dérivé d'une plateforme existante, capable d'aller vite sur route, de transporter une section et d'être déployé rapidement. Il n'est pas conçu pour gagner un duel contre un char, il est conçu pour éviter ce duel. C'est une philosophie entière qui se matérialise en acier. Les démonstrations sont convaincantes. Sur une base américaine, un Stryker roule, embarque, se déploie. Tout fonctionne comme prévu. Mais ce qui est montré n'est pas la guerre. C'est un environnement contrôlé, sans embuscade, sans improvisation ennemie. L'absurde est discret. On prouve une théorie dans un monde qui n'existe pas. Une contrainte devient centrale. L'avion de transport C-130. Si le véhicule entre dedans, la stratégie tient. S'il ne rentre pas, tout ralentit. Alors, on ajuste le poids, on ajuste l'équipement. On promet que cela passera. Sur le papier, les marges existent. Dans la réalité, chaque ajout grignote cette promesse. Pendant ce temps, le monde change plus vite que les plans. Les conflits ne sont plus des lignes de front, mais des réseaux de villes, de routes, de groupes dispersés. La vitesse ne permet pas de contourner un ennemi qui ne se concentre jamais. Mais cette réalité n'est pas encore dominante dans les décisions. Quand la guerre en Irak commence, la première phase confirme la théorie. Les forces américaines avancent vite, très vite. Les distances sont avalées, les positions s'effondrent. Le mouvement est la clé, et il fonctionne. Pour ceux qui ont conçu la doctrine, c'est une validation éclatante. Puis la guerre change sans prévenir. Les lignes disparaissent. Les villes deviennent le centre du conflit. L'ennemi n'attaque plus en masse, mais en fragments. Et surtout, il choisit le moment. La vitesse, qui devait imposer le rythme, ne contrôle plus rien. Elle traverse des espaces qui ne sont pas décisifs. Le Stryker arrive dans ce moment de transition. Il est parfait pour une guerre qui vient de finir. Il est en décalage avec celle qui commence. Ce n'est pas une erreur de conception, c'est un décalage de timing. Mais dans la guerre, un décalage suffit à transformer un avantage en vulnérabilité. Dans les premières opérations urbaines, la logique se fissure. Aller vite ne sert à rien si l'on doit revenir, tenir, contrôler. La présence devient plus importante que le mouvement. Et la présence exige autre chose, de la protection, de la connaissance locale, du temps. 3 choses que la vitesse ne remplace pas. Un officier note un détail dans un rapport. Les patrouilles rapides ne réduisent pas les attaques, elles les déplacent. L'ennemi observe, attend, frappe ailleurs. La mobilité devient prévisible, et ce qui est prévisible devient exploitable. La promesse initiale se retourne contre elle-même. Pendant ce temps, les brigades Stryker sont déployées avec succès sur le plan logistique. Elles arrivent vite, s'installent, opèrent. Tout ce qui devait fonctionner fonctionne. Et pourtant, les résultats sur le terrain ne suivent pas la même logique. C'est là que le conflit devient invisible. Tout marche, sauf l'essentiel. Dans les briefings, personne ne parle d'échec. On parle d'adaptation, d'ajustement, de phase suivante. Les mots restent positifs. Mais sur le terrain, les choix changent. Les équipages modifient leur comportement. Les commandants ajustent leurs ordres. La doctrine reste, la pratique évolue. Ce décalage crée une tension silencieuse. Officiellement, la machine est correcte. Officieusement, elle est contournée. Ce n'est pas une révolte contre le système. C'est une correction par ceux qui risquent leur vie.
Et cette correction est le premier signal que quelque chose ne correspond plus. La question n'est plus de savoir si le striker fonctionne, il fonctionne comme prévu. La question devient plus dérangeante. Et si le problème n'était pas la machine, mais l'idée qu'elle incarne? Si la vitesse ne suffit pas à gagner une guerre, pourquoi toute une armée a-t-elle été réorganisée autour d'elle? Une explosion coupe la route sans prévenir. Pas de colonne ennemie, pas de tir visible, seulement un souffle venu du sol. Le striker encaisse, se soulève légèrement, puis retombe. À l'intérieur, le choc est brutal. À l'extérieur, ceux qui sont assis sur le blindage sont projetés, mais vivants. Le paradoxe devient physique. La place la plus protégée n'est pas forcément la plus sûre. Les rapports mentionnent un ennemi invisible. Pas de chars, pas de lignes, seulement des dispositifs enfouis sous l'asphalte. Leur coût est dérisoire comparé aux véhicules qu'ils visent, quelques dizaines ou centaines de dollars contre des centaines de milliers. Le contraste choque, mais il est réel. La guerre ne se joue plus à armes égales, elle se joue à l'initiative. Les équipages s'adaptent encore. Certains préfèrent ouvrir les trappes en permanence, d'autres limitent le temps passé à l'intérieur. Ce ne sont pas des décisions officielles, ce sont des réflexes. Entre deux dangers, ils choisissent celui qui laisse une chance d'agir. L'intérieur protège contre certaines menaces, mais enferme contre d'autres. L'extérieur expose, mais libère. Dans les ateliers, la réponse continue. Après la cage métallique, d'autres ajouts apparaissent. Chaque couche de protection augmente la masse. Chaque kilo supplémentaire réduit la mobilité. Le cercle est évident. Pour survivre, il faut ajouter du poids. Pour rester mobile, il faut en enlever. Impossible de gagner sur les deux tableaux en même temps. Sur le terrain, cette contradiction se traduit par des choix impossibles. Une patrouille plus lourde et plus résistante, mais plus lente. Une patrouille plus légère et plus rapide, mais plus vulnérable. Il n'existe pas de configuration parfaite. Chaque mission devient un compromis, et chaque compromis a un coût humain potentiel. Un détail revient dans les discussions, la hauteur du véhicule. Avec les ajouts, le striker devient plus visible. Dans un environnement urbain, cela compte. Être vu plus tôt, c'est être ciblé plus tôt. La protection censée réduire le danger augmente parfois l'exposition. L'ironie est cruelle, mais elle s'impose. Les statistiques internes commencent à circuler. Elles ne sont pas publiques, mais elles influencent les décisions. Les pertes liées aux engins improvisés dépassent celles causées par les combats directs. Ce n'est pas une bataille classique, c'est une usure constante. Et dans cette usure, la vitesse n'apporte aucune réponse claire. Un officier note que la routine est devenue l'ennemi principal. Les mêmes itinéraires, les mêmes horaires, les mêmes réflexes. La mobilité devait briser cette prévisibilité, mais en pratique, les contraintes logistiques recréent des habitudes. Et l'ennemi observe. Il n'a pas besoin d'aller vite, il a besoin d'attendre. Dans certaines zones, les strikers cessent de patrouiller en continu. Ils sont utilisés comme point fixe, appui-feu, présence dissuasive. C'est une transformation silencieuse. Un outil conçu pour se déplacer devient un élément statique. Ce n'est pas un échec spectaculaire, c'est une dérive progressive. Les soldats le ressentent avant de le formuler. La machine ne dicte plus la tactique. C'est la situation qui impose ses règles. Et ces règles changent selon le quartier, selon l'heure, selon l'ennemi. Une solution universelle n'existe pas. L'idée même d'une réponse standard s'effondre. Un contraste apparaît avec d'autres unités. Les forces plus lourdes, plus lentes, tiennent mieux certaines positions. Elles subissent d'autres contraintes, mais leur présence est plus stable. La comparaison n'est pas absolue, mais elle alimente le doute. Si la vitesse n'apporte pas un avantage décisif, pourquoi l'avoir privilégiée ? Dans les briefings, les mots évoluent. On parle moins de rapidité, plus de résilience. Moins de déploiement, plus de maintien. Le vocabulaire change parce que la réalité change. Mais les structures, elles, ne se transforment pas aussi vite. L'inertie d'une armée est plus forte que celle d'une machine. Un détail presque invisible marque un tournant. Certains équipages personnalisent leurs véhicules, ajoutent des équipements improvisés, modifient leur manière de circuler.
Ce n'est pas dans les manuels, c'est une adaptation organique. Et chaque adaptation éloigne encore un peu plus le striker de son concept initial. La question devient plus profonde que le blindage ou la vitesse. Elle touche à la nature du conflit. Peut-on concevoir un véhicule pour une guerre qui n'a pas de forme stable? Peut-on anticiper un ennemi qui change plus vite que les doctrines? Ou bien toute tentative de solution globale est-elle condamnée à être dépassée? Dans une rue poussiéreuse, un striker s'arrête. Les soldats descendent, certains de l'intérieur, d'autres du toit. Ils regardent autour d'eux, évaluent, hésitent. Le véhicule est là, intact, fonctionnel. Et pourtant, il ne répond pas à la question essentielle. Comment contrôler un espace où l'ennemi choisit toujours le moment? Si la machine ne peut ni protéger totalement, ni imposer le rythme, que reste-t-il vraiment entre les mains de ceux qui doivent avancer? Au lever du jour, dans une vallée afghane, un striker ne bouge pas. Le moteur tourne, mais les roues restent immobiles. Autour, des sacs de sable, des murs improvisés, une position fixe. La machine conçue pour avancer devient un point à défendre. Le renversement est complet. Ce qui devait éviter le contact devient l'endroit où on l'attend. Le terrain impose sa loi. Pentes, pistes étroites, sols instables. La vitesse théorique ne se traduit pas en mouvement réel. Là où la doctrine promettait des manœuvres rapides, la géographie impose la prudence. Chaque détour rallonge le trajet, chaque obstacle ralentit la progression. La mobilité n'est plus une donnée, c'est une négociation permanente. Dans ces conditions, le striker change de rôle sans changer de nom. Il sert d'appui, de plateforme, parfois de simple abri. Les équipages passent plus de temps à observer qu'à se déplacer. Le contraste est frappant. Une machine conçue pour le mouvement devient un outil de présence. Ce n'est pas un choix théorique, c'est une adaptation forcée. Un commandant de compagnie ajuste ses ordres. Moins de patrouilles longues, plus de positions tenues. Moins de vitesse, plus de durée. La logique s'inverse. Mais l'équipement reste le même. C'est là que le conflit apparaît. Une doctrine pensée pour un type de guerre est utilisée dans un autre. Et ce décalage crée des tensions invisibles. Les ajouts continuent. Blindage supplémentaire, équipements divers, modifications locales. Chaque amélioration vise à réduire une vulnérabilité identifiée. Mais chaque ajout alourdit l'ensemble. Le cercle ne se ferme jamais. À chaque solution correspond une nouvelle limite. La machine évolue, mais la logique initiale se dilue. Sur certaines routes, la largeur devient un problème concret. Passer un pont, croiser un autre véhicule, éviter un obstacle. Ce qui était secondaire devient critique. La protection ajoutée contre une menace en crée d'autres, plus quotidiennes mais tout aussi contraignantes. L'absurde se glisse dans le détail. Survivre à une attaque mais rester bloqué sur une route. Les soldats, eux, continuent d'ajuster leur comportement. Monter, descendre, rester à distance, changer de position. Rien n'est figé. Ce ne sont pas des gestes enseignés, ce sont des réponses à des situations répétées. La règle n'est plus écrite, elle est vécue. Et chaque décision est prise avec une information incomplète. Un contraste s'impose entre ce qui était attendu et ce qui est vécu. La rapidité devait réduire l'exposition, mais dans un environnement où l'ennemi choisit le moment, la vitesse ne garantit rien. Elle peut même créer une illusion de contrôle. Et cette illusion peut être plus dangereuse que l'absence de plan. Dans les échanges entre unités, une idée revient. La guerre n'a pas de centre. Pas de point à atteindre, pas de ligne à franchir. Chaque zone est différente, chaque mission unique. Dans ce contexte, une solution standard perd de sa pertinence. Le striker n'est pas inadapté partout, mais il n'est décisif nulle part. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils influencent les décisions. Temps de patrouille, fréquence des incidents, distance parcourue. Tout est mesuré, comparé, analysé. Et pourtant, ces données ne capturent pas l'essentiel, l'incertitude. Une variable qui échappe au tableau mais qui domine le terrain. Un détail revient dans les témoignages, le bruit. Le striker est entendu avant d'être vu. Dans certaines zones, cela suffit à prévenir. Dans d'autres, cela attire. La même caractéristique produit deux effets opposés selon le contexte.
Encore une fois, aucune règle simple ne tient. Dans une base avancée, un striker reste en position plusieurs jours. Il sert de point d'appui, de repère, presque de mur. Les soldats s'y habituent. Il fait partie du paysage. La mobilité, au cœur de sa conception, devient secondaire. La fonction prime sur l'intention initiale. La tension entre idée et réalité ne disparaît pas. Elle se transforme. On ne cherche plus à prouver que la doctrine fonctionne. On cherche à faire fonctionner la situation. C'est un glissement subtil, mais décisif. L'objectif n'est plus de valider un concept, mais de traverser une journée sans perte. Dans cette vallée, le striker finit par repartir, lentement, prudemment. Il quitte une position pour une autre. Le mouvement existe toujours, mais il n'a plus la même signification. Ce n'est pas une manœuvre, c'est un déplacement nécessaire, sans promesse de contrôle. Si une machine conçue pour imposer le rythme ne fait que suivre celui du terrain, qui décide réellement du tempo dans cette guerre? Une nuit sans lune, une route secondaire en Irak. Un striker roule lentement, phare éteint, guidé par des lunettes de vision nocturne. À quelques mètres, une silhouette creuse la terre. Le véhicule passe. Rien ne se produit. 10 minutes plus tard, une autre patrouille emprunte le même axe. Cette fois, l'explosion arrive. Le tempo appartient à celui qui attend. Dans les centres de décision, une question devient pressante. Comment contrer un adversaire qui choisit le moment, le lieu et parfois la cible sans jamais s'exposer? La vitesse ne permet pas d'anticiper ce qui est invisible. Le striker peut arriver rapidement, mais il ne peut pas accélérer une information qui n'existe pas encore. Le conflit n'est plus mécanique, il est cognitif. Les solutions techniques continuent d'affluer. Capteurs, brouilleurs, modifications internes. Chaque innovation vise à reprendre l'initiative. Mais chaque innovation a un délai d'adaptation. L'ennemi observe, apprend, ajuste. Le cycle est asymétrique. Une armée met des mois à modifier un système, un groupe peut changer une méthode en quelques jours. Le déséquilibre est structurel. Sur le terrain, les itinéraires changent constamment. Les patrouilles évitent les habitudes, varient les horaires, improvisent des détours. Cette imprévisibilité est censée réduire les risques, mais elle augmente aussi la complexité. Plus de décisions à prendre, plus d'erreurs possibles. La liberté devient une contrainte. Un détail frappe les observateurs, la durée des missions. Ce qui devait être rapide s'étire. Une patrouille prévue pour quelques heures peut durer toute une journée. Les pauses deviennent des vulnérabilités, les arrêts des moments critiques. Le temps, censé être un allié, se transforme en facteur de fatigue et d'exposition. Dans certains secteurs, les strikers sont utilisés pour escorter, sécuriser, dissuader. Leur présence est visible, presque ostentatoire. Cela peut calmer une situation ou l'enflammer. La même silhouette produit des effets opposés selon le contexte humain. La machine ne contrôle pas la perception qu'elle génère. Les équipages développent une forme d'intuition. Ils lisent les signes faibles, une rue trop vide, un regard trop insistant, un objet déplacé. Rien de quantifiable, mais tout est déterminant. Le striker ne peut pas intégrer cette dimension. Il transporte ce qui la possède, mais ne la remplace pas. Un contraste apparaît entre la promesse initiale et l'expérience accumulée. La rapidité devait réduire le contact. En réalité, elle le multiplie dans des zones non contrôlées. Plus de passages, plus d'occasions d'être observé. Le mouvement crée sa propre exposition. C'est une inversion inattendue. Les chiffres logistiques restent impressionnants. Les brigades se déploient, se déplacent, opèrent avec une efficacité réelle. Sur le plan organisationnel, le système fonctionne. Mais la guerre ne se réduit pas à la logistique. Elle inclut l'adversaire, et cet adversaire refuse de jouer selon les règles prévues. Dans les réunions de retour d'expérience, les mots deviennent plus prudents. On parle de complexité, d'adaptation, de contexte. Le vocabulaire technique cède la place à des termes plus flous. C'est un signe. Quand la réalité dépasse les modèles, le langage change en premier. Un officier résume la situation sans le dire explicitement. La machine n'est pas en cause. Elle fait ce pourquoi elle a été conçue. Mais la guerre n'est pas celle pour laquelle elle a été pensée.
Ce décalage ne peut pas être corrigé uniquement par des modifications matérielles. Il touche à la conception même de l'engagement. Dans une dernière scène, un striker s'arrête à un carrefour. Les soldats descendent, se répartissent, observent. Le véhicule reste en arrière, moteur allumé, prêt à repartir. Il est présent, utile, mais pas décisif. Le centre de gravité s'est déplacé ailleurs, vers des facteurs qu'aucune machine ne peut dominer seule. Alors une question persiste, plus dérangeante que les précédentes. Si la technologie ne suffit pas à imposer le rythme, qui doit s'adapter en premier? La machine? La doctrine? Ou ceux qui l'utilisent?